Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du Dev du jeudi. Alors, je vais partager mon écran. Donc, saison 2, épisode 17, c'est la fin, c'est le dernier épisode. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, alors, je sais que les épisodes ne sont pas sur YouTube, les épisodes manquants, malheureusement. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Du coup, aujourd'hui, on va en profiter pour faire un résumé des épisodes 3, 14 et 15. Avant, William nous fera une présentation de DB Power Studio. Il vous montrera, il parlera un petit peu de DB Power Studio, mais on va surtout s'attarder sur les 3 épisodes manquants. Je vais vous remontrer le plus de choses possible, en fait, de manière à ce que vous puissiez voir au moins les choses générales, les principales choses sur ces 3 épisodes. Vous puissiez poser vos questions. Ça n'empêchera pas que plus tard les vidéos seront mises en ligne sur YouTube. Voilà, encore une fois, désolé, c'est vrai qu'il y a eu quelques loupés sur ce dev du jeudi. Voilà, c'est le direct, mais là c'est la fin du trimestre, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, ça sera plus simple pour finaliser tout à partir de la semaine prochaine. Donc de toute manière, vous retrouvez des vidéos beaucoup plus complètes, mais on va essayer de survoler le plus de choses possible sur ces 3 épisodes ratés. Ensuite, on fera une petite conclusion de tout ce qu'on a vu. Et surtout, cet après-midi, à 4 heures, on aura l'intervention de Marco Cantu, qui sera avec nous. Il est aux États-Unis actuellement, mais il a prévu de se lever tôt pour pouvoir se connecter et être avec nous. Il nous fera une petite présentation un petit peu d'Embarcadero de ce qui est prévu dans le futur et surtout, et c'est le plus important, il sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter. On aura 1 heure avec lui, de 4 heures à 5 heures. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Ok, pour la dernière fois, les nouveautés. Donc bien entendu, pour les questions et l'intervention de Marco Cantu, il parlera en anglais, bien entendu, mais vous pourrez poser vos questions en français et on fera la traduction entre William et moi s'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je rappelle qu'il y a un update 1 qui est sorti sur le RAD Studio. D'accord, donc n'hésitez pas à le récupérer. Envoyez le lien à tout le monde. Hop. Donc encore une fois, voilà, vous pouvez le récupérer sur le lien que vous avez. Sinon, normalement, si vous allez dans démarrer tous les programmes, Embarcadero RAD Studio X4, vérifiez les mises à jour. Bon, moi, il met que j'ai rien parce que je l'ai déjà installé, mais là, il vous proposera l'update 1, il vous proposera de l'installer. FireDAC, il y a un update 2 qui est sorti pour FireDAC, donc pareil, n'hésitez pas à aller le récupérer. Et à l'installer, voilà. Les offres en cours, alors c'est très limité dans le temps, mais si jamais vous avez décidé de migrer sur la version X4, d'acheter une version X4, je rappelle que jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à demain, et pas trop tard demain s'il faut le temps que les commandes soient traitées et soient passées, vous pouvez bénéficier de 10% de remise et avec 10% de plus pour les participants à l'événement le Dev du jeudi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus si vous avez si vous souhaitez bénéficier de la version X4. Il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté par rapport à ça. Hop. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je rappelle pour les gens qui font du HTML5 Builder, vous avez possibilité de bénéficier d'une grille qui s'appelle la Platinum Grid.
Hop, Platinum Grid qui est faite par Geomitech, qui va vous permettre d'avoir, donc, comme à chaque fois je le remontre, ce genre de grille beaucoup plus évolué. On peut déplacer les colonnes, faire des filtres, des tris, avoir tout ce qu'on veut dans les types de colonnes et ainsi de suite. Donc c'est une version light de la Platinum Grid. Il y a une version complète qui existe chez Geomitech. Et bien entendu, vous pouvez récupérer ça toujours au même endroit. On va aller prendre les liens directement, comme ça je vais vous les donner. Donc sur la page produit, tout en bas vous avez téléchargement et RADstudio mise à jour, documentation actualisée, outils additionnels. Ok, pardon. Alors la Platinum Grid, allez. Elle est là. Donc vous pouvez la récupérer ici. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez droit à une version de la Platinum Grid. Après, vous pouvez vous retourner vers Geomitech si vous voulez une version complète de la Platinum Grid. Les composants pour iOS, TMS Cloud Pack. Donc c'est des composants TMS Software, donc vous avez droit à une version gratuite à partir du moment où vous avez la version X4, une version sans les sources. Ce sont des composants pour iOS, pour FireMonkey et pour iOS, qui vont vous permettre d'accéder aux principaux systèmes en ligne, LinkedIn, SkyDrive, Box, Google Drive, Dropbox, Twitter, Facebook, ainsi de suite. D'accord, donc n'hésitez pas également, vous avez droit à une version. De la même manière, vous pouvez récupérer ça. Hop, ça doit être... Voilà. Vous pouvez récupérer ça ici. De la même manière, vous avez droit à une version du convertisseur MIDA VCL vers FireMonkey, d'accord. Donc c'est une version basique qui va vous permettre de vous aider dans la conversion de vos projets VCL vers FireMonkey. Encore une fois, je l'ai déjà précisé dans les épisodes précédents, c'est pas l'outil magique, on clique une fois et puis on recompile le suite sous Mac. Il y aura très certainement des choses à reprendre, vous pouvez le récupérer ici, je vous envoie le lien. Mais ça peut vous aider et vous faciliter si vous souhaitez convertir une application VCL vers FireMonkey. Hop. Également, Mac in Cloud, donc qui est une solution qui va vous permettre d'avoir un Mac en ligne dans le cloud, d'accord, sans que vous ayez besoin forcément, je ne sais pas pourquoi le lien ne veut pas marcher là à chaque fois. Ok. Sans que vous ayez besoin d'acheter un Mac, d'accord, donc ça peut être une solution voilà, qu'il faut vous permettre, il y a certains coûts, mais vous avez droit à une offre à partir du moment où vous avez une version X4, vous avez droit à quelques heures qui sont offertes. D'accord, donc ça vous permet d'avoir en ligne un serveur Mac in Cloud, enfin une machine Mac en fait. Et il faut savoir qu'il y a des accords qui ont été passés avec Embarcadero et par exemple vous allez trouver le RAD PA serveur qui est déjà directement déployé, ce genre de choses. Donc il y a des choses déjà directement installées et c'est plus pratique.
Deux nouveaux styles FireMonkey qui sont disponibles également. Ces styles sont des styles qui sont disponibles pour Windows, pour Mac et pour iOS. D'accord. Encore une fois, vous pouvez retrouver ces styles toujours au même endroit. On va les retrouver là. Voilà. Ok, je vous envoie le lien et qui vont vous permettre donc d'avoir un look, d'ajouter un look assez sympa à vos applications FireMonkey. Fast Report également, un update qui a été fourni pour la partie VCL et également la version Fast Report pour FireMonkey. Donc toujours pareil, disponible au même endroit. Voilà, Fast Report, mise à jour pour la VCL. Vous pouvez récupérer ici. Et Fast Report pour FireMonkey que vous pouvez récupérer ici. Voilà. Et pour finir, je rappelle que le Codeway Tour 2013, donc on est déjà allé à Lyon et à Toulouse, le mardi 10 septembre 2013, donc on sera à Paris. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On aura la chance d'avoir Marco Cantu qui se déplacera pour venir avec nous. On aura également Daniel Lamain, responsable en Marseille France, William qui sera avec nous. Je serai là bien entendu. On aura Bruno Fierens de TMS Software qui sera là. On aura également les équipes d'Elfistaf et les équipes Essilia qui seront présentes. Donc n'hésitez pas à venir participer. C'est un événement où en général il y a beaucoup de monde. C'est un événement entièrement gratuit, d'accord ? N'hésitez pas à venir vous inscrire. Voici le lien pour vous inscrire. Ok, on a fait le tour des offres, des événements, tout ça, et on va se plonger dans le vif du sujet. Et je vais passer la main à William, en fait, qui va vous faire une présentation un petit peu des outils DB Power Studio, que vous pouvez notamment retrouver dans les versions Ultimate. Sauf si vous avez des questions d'abord avant par rapport à ça. Ok, oui, il y a une question. Les updates RAL Studio FireDAC, ce sont des mises à jour que l'on peut directement installer ou il faut désinstaller la version précédente avant. Donc non, pas besoin de désinstaller la version précédente avant. Ça s'installe sur la version déjà existante. Donc voilà, vous lancez les installations et directement en ayant déjà le produit X4 installé, il n'y a pas de problème. Voilà. J'en profite également pour faire un petit rappel, régulièrement ça m'arrive d'avoir ce genre de questions. Je rappelle que quand vous avez installé la X4, vous pouvez bien entendu conserver les anciennes versions sur votre poste. Vous pouvez avoir plusieurs versions du RAD Studio sur votre poste, X3, X2, même un Delphi 7, voilà, ça ne pose pas de problème. Ok, je vais passer la main à William, et qui va nous parler donc de DB Power Studio. Hop, je ne sais pas si William est prêt. On va lui demander. C'est bon pour toi, William? On a perdu William. Non, j'étais doublement... Salut. Ah, salut. J'étais doublement muté, donc j'en avais oublié un. Ah, ok. Hop. Hop. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Donc comme l'a dit Thierry, on va parler de la version en fait concrètement Ultimate de RAD Studio X4, Delphi X4 et C++ Builder X4. Donc vous êtes au courant qu'il y a différentes éditions de ces produits. Donc là on va s'attarder plus sur la version Ultimate.
Donc si on regarde sur notre site web, on va retrouver effectivement pour par exemple RadStudio X4 qui a différentes éditions. On va avoir l'édition professionnelle qui va contenir les fonctionnalités de base de Delphi, C++ Builder, celui qu'on est sur le RadStudio. Enterprise qui va contenir beaucoup plus déjà de fonctionnalités. Architect, on en avait parlé lors de l'épisode 1, donc qui va contenir en fait RStudio Developer Edition en plus de Delphi, C++ Builder, HTML5 Builder, etc. Et donc aujourd'hui on va parler de l'Ultimate avec donc si on regarde sur le site web, on voit qu'il y a DB Power Studio Developer Edition. Sur Delphi c'est la même chose et sur C++ Builder c'est la même chose. D'accord. On va avoir cet outil en plus. Si on regarde sur notre site web également, sur DB Power Studio, on va retrouver différentes éditions. Alors, je vais insister sur ce point-là parce que en fait, les éditions produits pour DB Power Studio sont, on va dire, brandées. Enfin, il va y avoir deux types d'éditions. Une pour les DBA, donc ceux qui vont réellement administrer des bases de données, et une pour les développeurs. Donc, par exemple, ceux qui vont avoir un Delphi Ultimate, un RadStudio Ultimate, vont avoir une version pour développeurs. Ce qui fait qu'après, on va avoir, si on regarde ce qui est une version DB Power Studio développeur, on va retrouver que c'est dedans RapidSQL, qu'on a vu également lors de l'épisode 1, mais je vais en parler rapidement, DB Optimizer et DB Change Manager. D'accord. Ça veut dire que vous allez avoir 3 outils dédiés aux bases de données en plus de votre RadStudio, de votre Delphi ou de votre C++ Builder. Si on regarde également donc après les éditions par rapport à chacun de ces 3 produits qui sont inclus dedans, on va avoir dedans tout simplement une version professionnelle de l'outil qui va être incluse. Donc avec un certain nombre de fonctionnalités. Si on regarde pareil pour DB Optimizer, alors c'est là où j'insiste, c'est en fait il y a une version développeur, mais vous c'est la professionnelle que vous avez dans un DB Power Studio. Développeur, c'est une version professionnelle. Là, c'est si on achète le produit tout seul, vous avez encore différentes éditions avec des fonctionnalités qui vont varier. Mais c'est la version professionnelle que vous avez dans un DB Power Studio développeur. Parce que les noms sont liés au DBA par rapport au développeur et non pas par rapport à l'édition des produits qui sont inclus dedans. Et pareil pour DB Change Manager. Si on regarde, on a une version développeur, mais là, c'est également la version professionnelle que vous allez avoir. Ensuite, donc, côté présentation, donc RadStudio, donc contient des outils. DB Power Studio, donc dont je viens de parler en vous montrant le site web, ça va être quoi? Ça va être donc des interfaces qui vont être dédiées pour la partie base de données, qui vont nous permettre de facilement administrer les bases de données, de développer dessus, de faire... wow, j'ai des retours à la ligne. J'ai changé il n'y a pas longtemps pour mettre au format plein écran au lieu d'être en 4 tiers, en 16/9, et du coup j'ai pas vu sur le graphe que ça avait tout changé. Donc pour la partie performance tuning, ça va être la partie donc DB Optimizer. Et pour tout ce qui va être gestion du changement au niveau des bases de données, on va avoir l'outil qui s'appelle DB Change Manager. Donc pour facilement trouver les éventuels problèmes qu'on pourrait avoir. RadStudio RapidSQL, donc on avait vu pendant que j'avais utilisé pour la premier épisode de cette saison 2. Donc c'est un outil tout simplement comme vous allez avoir par exemple Delphi qui va vous permettre de coder en langage Delphi, Pascal, etc. Dans une interface, dans un IDE. Là vous allez faire la même chose mais pour coder du SQL, langage SQL, d'accord. Bien évidemment, on va supporter différentes bases de données. Alors c'est pareil pour les différents outils. Si je regarde par exemple RapidSQL, à chaque fois sur chaque page vous allez avoir à droite support SGBD. Si je regarde le support SGBD, j'ai cliqué. Hop, je clique, ça charge. On va avoir donc un certain nombre de plateformes. Donc on est bien évidemment comme un Delphi peut faire du développement pour Windows ou des développements pour Mac. Bien c'est la même chose. On va pouvoir supporter différentes bases de données. Pareil pour d'ailleurs l'accès aux bases de données avec Delphi. Donc on va supporter Firebird, on va supporter Interbase et un certain nombre de bases de données du marché. D'accord, directement.
Donc un IDE qui va vous permettre donc derrière d'avoir un éditeur avec de la complétion de code, d'avoir de la coloration syntaxique, de pouvoir facilement formater tout son code, de pouvoir bien évidemment faire du debugging, mettre des points d'arrêt, faire du pas à pas au niveau par exemple de mes procédures stockées, de pouvoir directement calculer, faire d'optimisation, je vais pouvoir avoir les temps de traitement par rapport à chaque ligne de code pour pouvoir visualiser directement le temps, de pouvoir versionner également mes, mon code pour pouvoir faire justement des évolutions au fil du temps. Donc ça va permettre tout simplement d'avoir un IDE dédié par rapport à la plateforme cible avec de la complétion, comme je disais, de pouvoir automatiser également des tâches qu'on pourrait faire de façon récurrente pour pouvoir les rejouer à intervalles réguliers au fur et à mesure du temps, et d'optimiser, comme je disais, avec des fonctionnalités qui permettent de visualiser le temps qui a été consommé par ligne de code. Donc on va aller plus vite bien évidemment vu qu'on a un IDE et au lieu de faire de la ligne de code directement, on va pouvoir être multiplateforme. Donc ça c'est très important. Si vous avez par exemple vous développez pour plusieurs clients qui vont pas utiliser la même base, vous allez bien évidemment pouvoir utiliser les différentes bases de données qu'il va y avoir en dessous. Pouvoir également tuner, on va voir ça plus avec les optimizers, et trouver les lignes qui vont contenir qui vont être les plus consommatrices. Voilà, c'est très rapide. Donc bien évidemment, je vais voir tous les produits rapidement pour laisser un maximum de temps pour Thierry pour pouvoir résumer les différents épisodes qu'on a eu malheureusement qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. Mais n'hésitez pas bien évidemment à contacter soit Thierry soit moi-même et on peut facilement planifier une réunion, etc. Revenir sur certains points qui vous intéresseraient. C'est plus pour que vous sachiez que ça existe tout simplement. Il y a ces solutions-là, on les a, elles fonctionnent très bien, et on a des clients qui les utilisent, il n'y a pas de souci. Donc DB Change Manager, c'est vraiment l'outil pour gérer le changement au niveau de mes bases. C'est-à-dire que je vais pouvoir facilement pouvoir archiver une configuration de ma base de données, pouvoir archiver les schémas de ma base de données et pouvoir les comparer, ces configurations avec une base de données en live, par exemple, ou deux bases de données qu'on aurait sur deux serveurs différents. Je vais pouvoir faire ça au niveau de la configuration, je vais pouvoir faire ça au niveau du changement, et je vais pouvoir également comparer au niveau des données si mes bases sont similaires ou pas. C'est pas un outil, par contre, qu'on se met d'accord, c'est pas un outil qui va vous servir à faire de la réplication dans le sens production. C'est plus vraiment, par exemple, je vais avoir un environnement de recettes, un environnement de développement. Là, par contre, je vais pouvoir visualiser si mon environnement, si mon environnement de recettes est fidèle à mon environnement de développement. Je vais pouvoir vérifier les configurations entre les deux. Je vais pouvoir vérifier les schémas entre mes deux environnements, et je vais pouvoir également vérifier que les données sont cohérentes. Donc bien évidemment ça va être également multiplateforme, hein. Si je regarde sur le site web, pareil comme je disais, support SGBD à droite, si je clique dessus, il prend pas le premier clic parce qu'il n'y a pas le focus, hop, ça charge. On va supporter Interbase également, Firebird, ainsi qu'Oracle, Sybase, IBM, Microsoft SQL Server. D'accord. Donc pouvoir comparer les données directement, pouvoir également faire du reporting. Donc on va avoir, on a beaucoup de clients par exemple côté base de données qui vont l'utiliser tout simplement pour faire tout ce qui va être QA, valider que avant une mise en prod, la base de données, les changements vont justement, quels sont ces changements, parce qu'on peut facilement voir via le schéma au niveau comparaison ce qui a été modifié entre la version Act X et la version Y, la possibilité également de générer les scripts de synchronisation plutôt que par exemple de tout recréer, bien évidemment. On va faire des alters pour parler SQL plutôt que de faire des drops, des deletes et puis refaire des creates. On va avoir également des fonctionnalités de data masking. Alors data masking c'est plus
j'ai une base de prod qui va contenir des données sensibles, je sais pas, un numéro de carte bleue, un numéro de sécu, le nom des gens, etc. Les data masking, ça va vous permettre de répliquer les données pour avoir autant de lignes, etc. Mais de pouvoir masquer justement certaines de ces données. C'est-à-dire que par exemple sur un numéro de carte bleue, de sécu, etc., ça va être un numéro, un nombre. Ce nombre, au lieu que ça soit le vrai qui va être recopié bêtement, on va en générer un autre automatiquement. Pareil pour les chaînes de caractères, etc. Il va se baser sur le type de la colonne et à partir de là, vous générez des données qui vont masquer. Donc c'est plus pour partir d'une base de prod, comme je disais, pour aller par exemple sur une base de recettes, pour être sûr que les gens qui vont faire du développement ou du QA vont pas visualiser les données sensibles de l'entreprise. Bien sûr, on a la possibilité de générer des reports, donc des états pour dire bah voilà les différences, etc. Et bien sûr, ces états vont être communs, quelle que soit la base de données cible. Donc la possibilité donc de créer, comme je disais, d'archiver une configuration, d'archiver les schémas pour pouvoir par exemple dire bah tiens, quand j'ai publié ma V4 de mon application, je vais faire en même temps avec DB Change Manager, je vais créer une archive du schéma. À partir de là, quand je vais passer en V5, je vais regarder les différences, que ça soit côté développement en Delphi, comme on l'a vu avec Thierry la semaine dernière, avec par exemple SVN, où on pouvait visualiser les changements. Là, je vais pouvoir faire exactement la même chose, mais côté base de données. C'est vraiment le pendant, mais côté base de données par rapport au côté développement pur code. Donc valider que ça soit donc pour les schémas, la configuration également de la base, pouvoir également facilement communiquer. Donc comme je vous l'ai montré, il y a différentes éditions. Ça peut être par exemple, on peut avoir les développeurs qui vont faire avoir leurs archives à eux côté développement et par exemple les DBA qui vont gérer la base de données en production, qui vont pouvoir facilement comparer par rapport à vos versions et lorsqu'on va communiquer par exemple les fichiers les uns avec les autres, parce qu'il y a différentes éditions bien sûr, je peux faire une archive et envoyer cette archive à mon DBA et vice versa, de façon à ce que je puisse la rouvrir dans l'outil et pouvoir visualiser ce que l'autre a vu. Ça va être également vrai sur DB Change Manager et Optimizer qu'on va voir juste après. Et donc ça nous permet de plus facilement communiquer entre les équipes au sein de mon entreprise. Pardon. DB Optimizer, donc là c'est optimisation des requêtes sur des bases de données, c'est-à-dire qu'on va on va avoir un outil qui va nous permettre tout simplement de visualiser les performances sur ma base de données en live, c'est-à-dire que je vais voir où le temps est dépensé sur ma base de données qui est en train de tourner, donc un outil de profiling, un profilage. Également la possibilité de tuner, et je vais avoir par exemple pour une requête qui serait passée dans ma base, je vois qu'elle a consommé du temps, je vais faire un clic dessus, je vais utiliser le plus de détails sur cette requête et je vais pouvoir même faire un clic droit pour lui demander de faire ce qu'on appelle du tuning, c'est-à-dire de réexécuter cette requête en fonction de différents query plans qui me permettent tout simplement de rejouer cette requête-là par rapport à tous les plans d'exécution et voir quel est le plan d'exécution qui est le plus adapté, on va dire le moins consommateur de temps et donc le plus adapté et donc pouvoir le changer cette requête là au sein de mon développement pour pouvoir optimiser les temps de réponse que je vais avoir au niveau de mon application. Donc on va avoir pour la partie comme on disait, avoir un outil qui va permettre de communiquer. Donc si par exemple mon DBA, vous savez que là il y a des problèmes de perf à telle heure ou à tel moment quand il y a chez X utilisateurs qui se connectent, il va pouvoir visualiser le problème, sauvegarder son profilage et par exemple l'envoyer à l'équipe de développement qui vont pouvoir rouvrir et voir ce qui s'est passé au moment en question et donc derrière investiguer en descendant, comme je disais, je vois qu'il y a un pic à cet endroit-là, je vais cliquer dessus, je vais rentrer dedans et automatiquement je vais pouvoir voir quelles sont les requêtes qui ont été jouées à ce moment-là et donc les optimiser, comme je disais, avec la partie tuning. Donc bien évidemment, avant, effectivement au niveau collaboration, avant si on n'a pas DB Optimizer, ça vient de la base de données, c'est les DBA. Si c'est effectivement les DBA qui vous remontent une erreur via le DB Optimizer, vous pouvez visualiser le problème qui a été rencontré et donc derrière corriger ce problème, discuter avec les DBA, mais pourquoi quand je fais ça, ça fait ci et donc eux vont pouvoir vous expliquer côté base comment on optimise tel type de requête, de procédure, etc. Et donc derrière avoir un travail qui va être beaucoup plus efficient.
Donc ça fonctionne avec, comme j'ai dit, une interface graphique où on va avoir, je vais l'avoir là, tout simplement. Donc la possibilité de visualiser le temps qui est consommé. En dessous, je vais par exemple avoir l'ensemble de mes requêtes qui vont les plus consommatrices. Et lorsque je vais double-cliquer dessus, je vais pouvoir rentrer dedans et donc voir concrètement les temps qui sont dépensés. Si c'est une procédure stockée, je vais voir les différentes requêtes qui sont rejouées dedans, etc. Et bien sûr, comme je disais, la possibilité de faire un clic droit pour pouvoir lancer la partie tuning, pour pouvoir donc derrière jouer différents plans d'exécution. On a également un éditeur qui va permettre de jouer une requête X fois avec tel délai entre les requêtes et donc derrière de simuler de la charge pour pouvoir justement capturer en parallèle de ça au niveau du capturer en parallèle les temps d'exécution via l'outil de profilage, voilà ce que je voulais dire. Et pareil, il y a un éditeur, un EDI SQL qui va être inclus, qui vous permet également de directement taper vos requêtes de façon plus rapide dans l'interface. Voilà. Là, j'avais ouais, voilà ce que j'ai mis. Donc pouvoir descendre dedans, etc. Donc si vous avez des questions par rapport à cette partie-là, si vous souhaitez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser GoToWebinar pour envoyer vos questions. Sinon, pareil, comme on disait, on est disponible, que ce soit Thierry ou moi, pour aller plus loin si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Merci. Thierry, tu es là? Oui. Je suis là, oui. Tu as des questions? Ok. Je vais juste en profiter pour préciser quelque chose, puisque c'est vrai que donc DB Power Studio, toute la partie que William a montrée est disponible dans la version Ultimate du RAD Studio ou de Delphi. Après, quand vous êtes une équipe, que vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas obligé de tous avoir des versions Ultimate du RAD Studio ou du Delphi ou du C++ Builder. Vous pouvez très bien, par exemple, dans l'équipe, avoir deux personnes qui vont s'occuper seulement de la partie base de données. Et du coup, ces deux personnes-là avoir une version Ultimate parce qu'ils ont besoin des outils qui sont dans DB Power Studio. Et puis les autres personnes qui, eux, restent avec des versions entreprise ou architecte pour avoir d'autres outils s'ils veulent la modélisation aussi, ou sinon entreprise, du RAD Studio ou du Delphi, quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, apparemment non. C'est que c'était clair. Soit tout le monde a compris, soit tout le monde dort. Voilà, c'est au choix. Ok, on va repasser sur Delphi, donc je vais reprendre la main. Merci William pour la présentation. Ok, hop. Ok. Et donc on va... Pardon. On va commencer et on va reprendre donc un des épisodes qui n'avait pas été fait. Encore une fois, il y aura une vidéo qui sera mise en ligne, plus à partir de la semaine prochaine. C'était l'épisode 3 dans lequel on devait parler plus du langage, du développement objet, des RTTI, des génériques. Donc on va essayer de voir un petit peu toutes ces fonctionnalités et parler un petit peu de ça. Ok, donc pour commencer, je vais faire une application. Donc l'application, ça commence bien, décidément. On va relancer RAD Studio. Bon, on va le relancer, on va lui faire plaisir, on va relancer RAD Studio. Ça aussi, j'ai plus ça. Donc là, on va parler plus du langage. Donc bien entendu, ce sera la même chose qu'on soit dans FireMonkey ou qu'on soit dans la VCL. Hein. Il n'y aura pas de différence par rapport à ça. C'est quoi ce... D'accord, bon, tant pis, on va rester là-dessus. Donc ici, je vais faire une application VCL, mais encore une fois, ça serait la même chose à partir de FireMonkey.
Et on va parler du développement objet. On va créer des objets, d'accord? Et on va voir différentes choses sur le développement objet. Alors on va dire qu'on fait ça correctement, quoi. Donc on va faire ça dans une unité à part, d'accord? Et on va se faire un type, je sais pas, par exemple, tClient est égal à classe. Ok, alors juste je rappelle pour ceux qui connaissent pas, hein, d'ailleurs on le voit ici lorsqu'on crée une fenêtre, hein, on a notre type qui était une classe et on hérite de la classe tform, d'accord? Donc à partir du moment où on met rien derrière, on va hériter du type qui est le plus bas, à savoir le type tObject, d'accord? Sinon on pourrait préciser entre parenthèses quel est le type depuis lequel on hérite, d'accord? Pardon. Ok, quand on va créer un objet, en fait, ensuite on va pouvoir créer des procédures, des variables, des fonctions, des propriétés, ainsi de suite. Et chacune de ces variables, propriétés, procédures et autres, vont avoir une certaine visibilité. On a différentes visibilités qui existent. On va trouver private, on va trouver protected, on va trouver public. On a également published, mais normalement le published est plus utilisé dans le cadre des composants, puisque la différence entre le public et le published, c'est justement que la propriété apparaîtra dans l'inspecteur d'objet. Donc le publish n'a aucun intérêt dans un objet simple qui n'est pas un composant en fait. Le publish est plus utilisé dans le cas d'un composant. Donc on va le laisser de côté pour l'instant. Ces trois visibilités en fait, donc en fonction de si je définis une variable ici, d'accord, pour l'instant on va définir juste des variables, on définira d'autres choses après. En fonction de où je définis, donc en dessous de où je définis cette variable, cela va définir la visibilité de cette variable. À partir du moment où j'ai défini une variable en private, cette variable n'est visible qu'au sein de la classe. Sauf, on verra qu'il y a une petite exception et que c'est la même chose pour protected également. Si je définis une variable en protected, cette variable sera visible au sein de la classe seulement et également au sein des classes qui vont dériver de cette classe. Si je définis une variable en public, bien entendu, elle est disponible de partout, puisque, comme son nom l'indique, elle est publique. D'accord. Ok, donc juste pour faire un petit test, imaginons ici, je vais faire un bouton. Je vais faire un Alt F11 pour utiliser l'unité dans laquelle j'ai défini mon objet, d'accord, on me le rajoute dans le uses dans ce cas-là. Je vais faire une variable client de type tClient. Ok, donc normalement, pour créer mon objet, je vais donc faire un client est égal à tclient.create, d'accord, pour l'instancier, même si là on ne va pas exécuter, donc ça n'a pas d'importance pour le moment. Et ensuite, si je regarde, on voit bien ici que la seule variable à laquelle j'ai accès, c'est la variable ville, d'accord, qui est la variable qui est de type public. Je n'accède pas à la variable nom ou à la variable protected. Si ici je faisais une procédure, par exemple, test, ok, là j'ai fait un raccourci CTRL-SHIFT-C, on va y revenir notamment sur les propriétés. Ici je pourrais faire ville. Pardon, pas ville, mais self, pardon.
pour être au sein de ma classe. On voit bien ici que j'ai accès, je suis dans ma classe, d'accord? On voit bien ici que j'ai accès à nom, à prénom, à ville. D'accord? Que ce soit en private ou en protected, bien entendu, au sein de la classe, j'ai accès à tout ce qui est private ou protected. Si je m'amusais, alors on va faire une autre unité. Ok. Et ici, on va se faire un T client 2 qui est égal à la classe. Et donc, on va hériter de la classe T client. Si j'oublie le type, ça ne va pas le faire. Ok. Donc, il va bien entendu falloir que je fasse un uses de unit 1. Voilà. De la même manière, ici, je pourrais avoir public. On va rester juste en public, on s'en fiche. Dur. Test 2. Ok. Ici, si j'appelle self, donc j'accède à ma classe des clients 2, d'accord. On va voir qu'automatiquement, j'ai accès à ville. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est une propriété qui était en public, d'accord. J'ai hérité de tes clients. Mais j'ai également accès à prénom. D'accord. Donc c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tout ce qui est en private n'est accessible qu'au sein de la classe. On verra qu'il y a une petite exception, pareil pour protected. Tout ce qui est en protected est accessible au sein de la classe et également dans les classes qui vont dériver tes clients, vont hériter de tes clients. D'accord? Donc c'est bien le cas. Prénom étant protected, ce qui veut dire que ici, dans ma classe qui hérite de tes clients, j'ai bien accès également à prénom. Mais il y a une petite particularité en fait. Si ici, dans la même unité, en fait, je m'amuse à créer un T client 3 qui est égal à classe T client. Ok, pardon. Ok, et ici, on va se mettre en public, par exemple, peu importe, procédure, test 3. Ok. La particularité, c'est que ce qui est en private et en protected, hein, il n'y a pas de souci en public, ce qui est en public est accessible à partir de n'importe où, hein, que ce soit dans les classes où on en hérite, que ce soit dans les autres classes, et ainsi, dans les autres unités, ainsi de suite. Ce qui est en private et en protected n'est pas exactement private et protected, dans le sens où, on est d'accord, on a dit ce qui est en private est accessible seulement au sein de la classe, d'accord. Ce qui est en protected est accessible au sein de la classe et au sein des classes qui vont hériter de notre classe. Mais également, tout ce qui est en private et en protected est accessible aux autres objets qui sont déclarés dans la même unité. Et j'insiste bien sur le fait de dans la même unité, on l'a bien vu là. Ici, si je fais un self, j'ai bien accès à prénom et à ville, donc quand je n'ai pas accès à nom. Ce qui veut dire que ici, si je m'amusais à regarder, j'ai accès à nom, prénom et ville. Pourtant, nom, on avait bien dit que c'était accessible seulement à partir de la classe, d'accord? Sauf si on y accède à partir de la même unité. D'accord? Même si je me fais une variable dans cette même unité de type T client, je pourrais accéder à nom, prénom et bien entendu à ville. D'accord? Donc c'est la particularité du private et du protected. Private, c'est accessible seulement au sein de la classe et au sein de l'unité. Protected, c'est accessible au sein de la classe, au sein des classes qui vont hériter de notre classe et au sein de l'unité.
Maintenant, si je voulais avoir quelque chose qui soit vraiment private et vraiment protected, j'ai deux autres types, deux autres visibilités en fait, qui vont tout simplement être strict private et strict protected. À partir du moment où je rajoute le préfixe strict, dans ce cas-là, le private est accessible seulement au sein de la classe et pas au sein de l'unité. Le strict protected est accessible seulement au sein de la classe et au sein des classes qui vont en hériter et pas au sein de l'unité. D'accord ? Si je regarde, cette fois, maintenant, j'ai plus accès qu'à prénom et qu'à bill. D'accord ? Je n'ai plus accès au nom, tout simplement, parce qu'il est en strict. D'accord ? Donc, ce n'est plus accessible même au sein de l'unité. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça, au private et au protected, puisqu'ils ne sont pas complètement private et protected, d'accord? Si vous définissez autre chose au sein de la même unité, vous pouvez accéder à ces, là c'est des variables, ça serait la même chose pour des procédures, des propriétés et autres. Si vous voulez vraiment quelque chose qui soit complètement privé ou complètement protected, il faudra penser à rajouter le préfixe strict. D'accord? Bien entendu, ça ne se pose pas sur le public, puisque le public, tout est accessible. Donc, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je le rappelle, je l'ai dit, vous avez également le published, d'accord, qui est différent du public, dans le sens où si vous définissez une propriété dans published, c'est vraiment pour les propriétés, vous aurez cette propriété dans l'inspecteur d'objets. Quand on crée un composant, d'accord, automatiquement, pour avoir la propriété qui s'affiche dans l'inspecteur d'objets, il va falloir que je la mette en published. Si je la mets seulement en public, elle est accessible dans le code, mais je ne la visualise pas dans l'inspecteur d'objets. D'accord? Donc par contre, quand je définis un simple objet, on est d'accord que le publish, dans ce cas-là, n'a aucun intérêt, puisque ce n'est pas un composant, donc il n'est pas, je ne vois pas ses propriétés dans l'inspecteur d'objets. Ok, d'accord, donc la différence entre private, protected, strict private, strict protected. Après, juste une petite chose, très souvent quand on crée des objets, d'accord, ça peut être un petit peu long de créer, notamment toutes les propriétés, avec les get, les set et ainsi de suite, d'accord. Et donc pour ça, j'ai différentes possibilités, Pour définir une propriété dans un objet, d'accord, je vais définir property, le nom de ma propriété, d'accord, donc par exemple, allez, on va définir tout ça en propriété. Donc property, le nom de ma propriété, deux points, le type de ma propriété. Je peux me contenter de faire ça, d'accord. Dans ce cas-là, j'ai une propriété qui s'appelle nom et qui est de type string. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des get et des set pour pouvoir déclencher d'autres opérations quand on met à jour ou quand on visualise une propriété. D'accord. Je peux par exemple dire que quand je mets à jour la propriété nom, ben, en même temps, je sais pas, ça fait d'autres opérations, ça met à jour une base de données, peu importe, j'en sais rien quoi. Donc pour ça, on a la possibilité de rajouter des get et des set, d'accord, pour pouvoir définir des procédures qui vont être déclenchées quand on va mettre à jour ou lire notre propriété. Pour ça, soit on peut le faire nous manuellement, soit on peut se simplifier la vie en fait, avec un raccourci, directement en faisant donc la propriété, le nom de ma propriété, deux points, le type de ma propriété. J'oublie pas de mettre le point virgule, d'accord. Et là, je vais faire CTRL-SHIFT-C. D'accord. Et si je fais CTRL-SHIFT-C,
Automatiquement, ma propriété a été transformée. Elle s'appelle toujours bien non-string, mais il y a un read pour aller lire une variable type fNon qui est en private. Elle est accessible seulement au sein de la classe ou au sein de l'unité, encore une fois. Et un write, la procédure setNon. D'accord? La procédure setNon qui est là. Et la procédure setNon a été définie ici, d'accord? Donc quand on met à jour la propriété, quand dans le code je fais non égal, il va déclencher la procédure setNon. Dans value, j'aurai la valeur de la nouvelle propriété qui est bien mise à jour dans fNon, d'accord? Et ce qui veut dire que lorsque je vais lire ma propriété, je vais accéder à fNon, donc j'aurai bien ma nouvelle valeur, d'accord? Donc contrôle, la touche contrôle, la touche shift, d'accord, et C. D'accord, contrôle majuscule C si vous préférez. Alors j'aurais pu bien entendu, je peux très bien définir moi-même, m'embêter à dire voilà prénom, string, read f prénom, write set prénom. D'accord, je peux très bien me le définir moi. Par contre, après, il faut que j'aille définir ma variable f prénom et ma procédure set prénom. D'accord. L'avantage, c'est que en le faisant comme ça, property prénom string virgule, CTRL SHIFT C, automatiquement, il me crée tout directement et bien entendu, je gagne du temps. D'accord. Je le définis juste ici, il me le déclare dans la partie implémentation, il me déclare les variables et tout ça. Je ne suis pas obligé également de le faire propriété par propriété, d'accord. Je pourrais très bien faire en property val un string, par exemple, voilà. Je me définis toutes mes propriétés, d'accord. 4, 5. Comme ça, je vais vite, rapidement, je me définis toutes mes propriétés. Une fois que j'ai terminé, CTRL SHIFT C, automatiquement, il m'a bien créé mes sets et mes get pour toutes mes propriétés. D'accord? Donc, on gagne énormément de temps, bien entendu. Surtout quand on a beaucoup d'objets à créer, que ça prend un petit peu de temps. Ça marche pour les propriétés, mais ça marche pour plein d'autres choses également. Si je m'amuse à faire une procédure test client, d'accord. De la même manière, je pourrais faire une fonction client existe qui va m'envoyer un booléen, d'accord. Donc je l'ai défini dans la partie interface, au sein de mon objet, d'accord. Et je vais faire pareil, CTRL SHIFT C. Et automatiquement, j'ai bien ma fonction client existe qui est là, et on doit avoir plus loin ma procédure test client qui est définie dans la partie implémentation. Bien entendu, là, dans ce cas-là, il ne peut pas deviner le code qu'il va devoir en mettre dans la procédure et dans la fonction. Donc, c'est à moi de définir le code directement. D'accord, mais ça me permet de définir tout dans la partie interface et il me génère tout ensuite dans la partie implémentation. Je peux le faire dans l'autre sens également. Si je m'amusais ici à faire fonction t client existe 2 qui va envoyer un booléen begin and, ok, je fais CTRL SHIFT C, automatiquement il me crée la fonction dans la partie private. Par contre, il ne me la crée pas ni en public ni en protected, d'accord. Mais il me crée ma fonction dans la partie implémentation interface de mon objet. D'accord, donc ça fait gagner beaucoup de temps quand on crée des objets pour pouvoir rapidement créer des propriétés sans à chaque fois faire le get, le set ou tout. On définit bien en fait tout dans son objet. Le plus simple c'est ça. On définit bien tout dans son objet. On met ses propriétés, ses procédures, on fait un CTRL SHIFT C et il nous générera tout dans la partie implémentation et pour les propriétés, il mettra les getters, etc. Donc c'est un raccourci clavier qui est important à connaître et qui fait surtout gagner énormément de temps. Mais bien entendu, si vous avez suivi la semaine dernière, vous savez également que pour gagner encore plus de temps, vous avez possibilité d'utiliser la modélisation, d'accord, en allant ici dans Vue modèle,
Oui, je vais pouvoir rajouter la modélisation. Hop, ici, je vais retrouver mon unité. Si je vais sur unit 1, d'une part, je vais retrouver directement mon diagramme qui est généré, mais également, je vais pouvoir créer mes classes directement ici, avec les classes, les propriétés et autres. On a vu ça la semaine dernière, dans le dernier épisode. Puisqu'on a vu qu'après, on pouvait générer la documentation. Donc, c'est aussi une autre possibilité pour pouvoir générer rapidement des classes. D'accord. Et après, par contre, bien entendu, il faudra aller mettre le code qui m'intéresse. D'accord. Mais pour ceux qui préfèrent faire du code plutôt que générer les diagrammes, le CTRL-SHIFT-C est quelque chose d'important. De la même manière, vous allez avoir le Alt F11 qui va vous permettre de rajouter les unités dans les clauses uses. D'accord. Vous pourriez faire la même chose avec les fichiers utiliser l'unité. On voit bien que c'est Alt F11 qui est ici. Et ce qui est important quand on fait le Alt F11, en fait, c'est que vous voyez ici la liste des unités, d'accord, que vous pouvez rajouter. Mais ce qui est intéressant également, c'est le choix que vous avez ici, puisque vous avez possibilité de rajouter votre unité, soit dans la partie interface, d'accord, donc ça sera dans le uses qui sera en haut, soit dans la partie implémentation, donc dans le uses qui sera ici. Donc attention, selon les cas, si je fais appel à une unité dont je vais avoir besoin dans la partie interface, ou bien que dans le Alt F11, je sélectionne interface et pas implémentation. D'accord. Si je prends unit 2 et que je mets interface, on voit bien que le uses de unit 2 est fait ici, dans la partie interface. OK. Et si je fais un Alt F11 avec unit 9, mais dans la partie implémentation, d'accord, on voit bien que mon uses est fait ici. D'accord. Donc, faire attention à ça, parce que par exemple, si on prend un unité 2 ici, si ici, alors, sauf que je vais avoir on va enlever celui-là. Ok. Pourquoi il me dit erreur ici? Si ici donc je faisais Alt F11 et que le unit 1 je le mets dans la partie implémentation, forcément ça ne peut pas fonctionner, il va pas, le type T client n'existe pas, simplement parce que mon uses de l'unité est défini en dessous, d'accord, donc il faudra bien que je le définisse dans la partie interface pour pouvoir définir un objet qui hérite de quelque chose qui est dans l'unité 1. D'accord, donc attention à ça en fonction de là où vous allez définir les unités dans les uses. Attention également, si ici je m'amuse à faire, ici j'ai un uses de l'unité 1, donc on va, hop, on va mettre ça dans la partie interface, ok. Donc là c'est bon, on va supprimer ça, voilà. Par contre je ne peux pas, ici du coup, si ici je m'amuse à faire un Alt F11 avec unit 2 dans la partie interface, si j'essaye de compiler ça, je vais avoir une référence d'unité circulaire à unité 1, d'accord, tout simplement parce que unit 2 fait appel à unité 1, mais unité 1 fait également appel à unité 2, d'accord, ça ne lui pose un problème. Une solution, ça serait le unité 2 ici, de le mettre dans la partie, on voit bien ici, sur l'erreur, il nous renvoie bien sur le uses de unité 1. Et si je fais F1 sur l'erreur, il m'explique bien, donc référence d'unité circulaire, hein, plusieurs unités s'utilisent les unes des autres dans la partie interface, d'accord, donc il vous explique comment c'est provoqué, et voilà. Voilà, il vous explique, il vous propose deux possibilités pour corriger ça. Très souvent, de toute manière, c'est que, en général, il y a un problème de conception. Logiquement, on ne devrait pas avoir deux unités qui s'appellent l'une l'autre, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la conception de votre projet et de vos objets et autres. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va faire une petite pause et puis après on continuera. On a encore plein de choses à voir. Alors, ça c'était bon.
Ok, comment peut-on hacker une propriété protected? Donc en fait, comment accéder à une propriété protected d'un composant à partir de ma propre application? D'accord, donc il faudrait hériter éventuellement. D'accord, ça peut arriver des fois, on a comment dire, on a par exemple des composants ou des objets qu'on a récupérés, d'accord, qui sont déjà créés. Il y a une propriété qui est définie en protected, d'accord. On va définir ici, hop. Ok, donc j'ai ma propriété qui est définie en protected ici, et malheureusement, du coup, si je veux y accéder dans ici, hop, c'était laquelle déjà propriété? Non. On voit bien que j'ai pas accès à ma propriété, non. Donc pour ça, il faudrait en fait se créer une autre classe qui hérite de notre classe, par exemple. Dans ce cas-là, ce qui est en protected, je vais pouvoir y accéder, quoi. Et éventuellement changer la visibilité en fait de ma propriété. D'accord. Juste avec, on va la mettre en public. Non, ça, l'implémentation qui va, hop. D'accord, ici là c'était un T client 3. Hop. Est-ce qu'il ne va pas pour mettre une erreur? C'est une erreur. Ouais, c'est ok. Voilà, j'ai bien accès à ma propriété. Non. D'accord, donc ça serait une solution éventuellement. Ok. D'autres questions par rapport à tout ça? Non? On va faire une petite pause alors? Allez, petite pause, pipi, café. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.